bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Charles Piquet. Bonjour. Bonjour. Alors, président du Parlement bruxellois et bourgmestre de Saint-Gilles, PS. On ne vous présente plus, mais on le fait quand même parce qu'on est correct avec tous nos invités. Merci. Voilà. Alors, on va commencer sur cette une du soir de ce matin. Selon une enquête européenne relayée donc par Le Soir, un Bruxellois sur 5, âgé entre 18 et 24 ans, n'est ni au travail, ni en formation, ni aux études au moment de l'étude. Alors, votre réaction, je vous propose 3 types de réactions. A, ce n'est pas nouveau. B, l'emploi et la formation des jeunes sont prioritaires. C, je suis découragé en entendant des chiffres pareils. Non, je ne suis pas découragé, je ne suis pas surpris non plus. Ouais. Un, nous avons une sociologie particulière. Combien de fois ai-je dit qu'un tiers des flux migratoires qui arrivent en Belgique restent à Bruxelles? Ça veut dire que nous avons une sociologie qui est marquée par un niveau d'éducation, de connaissance de la langue, etc., qui est inférieur dans des ménages qui sont parfois plus fragilisés, etc. Donc, ça n'est pas très étonnant. J'ai toujours dit que Bruxelles était une grande machine à recycler un peu de la pauvreté venant du reste du monde, comme beaucoup de grandes villes d'abord. Deuxièmement, ça met en avant une chose, c'est qu'il faut travailler très près des familles et très près des enfants en bas âge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on doit mettre quelqu'un en insertion scolaire, socio-professionnelle, etc., il y a un travail presque d'accompagnement psychosocial qui doit se faire aussi. Au début des années 90, moi j'avais mis en place les missions locales. On se rappelle, elles existent toujours d'ailleurs, mais les missions locales pour l'emploi qui consistaient à vraiment aller partir de peu de choses, de peu de potentialités. Ça commençait par exemple à savoir rédiger un curriculum vitae pour chercher du boulot, enfin. Et donc, voilà, n'oublions pas qu'on n'a pas le même public que dans le reste des pays. Quand on arrive à des chiffres pareils, parce que des chiffres sont quand même importants, 20% c'est beaucoup, vous trouvez qu'on n'en fait pas assez, on devrait encore en faire davantage, ou de toute façon, c'est un taux qu'on n'arrivera jamais à diminuer? Il faut certainement consacrer toujours beaucoup de moyens pour tout ce qui est l'accompagnement des familles, les premiers pas à l'école, le travail en crèche déjà, commencer plus tôt l'enseignement, vous connaissez le débat, etc. Mais voilà, il faut prendre le problème à bras-le-corps, mais à la source, et il faut conserver des moyens. Alors, évidemment, vous allez peut-être trouver des liens avec notre deuxième sujet. On va parler de la sécurité à Bruxelles, des émeutes qui ont eu lieu. D'abord, vous êtes de la zone Midi, donc est-ce que vous êtes bienvenu en aide à la zone Bruxelles? Est-ce que ça a bien fonctionné entre les deux zones de police? Écoutez, les chefs de corps vous le diront, depuis 15 ans, je pense qu'on n'a jamais eu de problème d'absence de solidarité entre les zones de police. Donc on va baquer ça tout de suite. Mais donc il y avait des policiers de la zone Midi? Bien sûr, qui étaient d'ailleurs près de l'aumônier, etc., parce qu'il y avait un risque de pousser vers là, mais il y avait évidemment un problème, et ça c'est le problème principal, un manque de préparation à l'événement. Vous le reconnaissez? Quelque chose, oui, probablement, d'ailleurs tout le monde le reconnaît. Vous savez, moi je trouve que cette situation est à la fois intolérable et lamentable. Elle est intolérable parce qu'on a vu des gens casser le centre de la ville, et moi je suis plutôt considéré comme un sécuritaire, ce qui m'a parfois valu des critiques aussi, mais je pense que la sécurité c'est aussi permettre l'exercice des libertés, pouvoir sortir n'importe où, à n'importe quelle heure, etc. Et donc moi je suis plutôt sécuritaire, et je dis que c'est évidemment lamentable ce qui s'est passé. C'est lamentable aussi parce que c'est devenu une petite guerre politicienne après. Et là, je pense qu'il faut maintenant calmer les esprits, voir vraiment ce qui s'est passé. Parce que le rapport de l'inspection qui arrive, on a l'impression qu'elle est écrite avant les événements, ce rapport d'inspection, tellement elle condamne la police, etc. Il y a, je crois, eu un problème qui était comment se fait-il qu'on ne récolte pas l'information permettant d'anticiper des événements comme ça. Et c'est là qu'il faut
penser veille sur Internet, réseaux sociaux, tout ça on connaît, mais il faut aussi privilégier des unités de proximité qui sont dans les quartiers, qui entendent ce qui va se passer. C'est comme ça qu'on déjoue parfois certaines choses. On a appris qu'il y allait avoir un rassemblement, etc. Et c'est ce qui s'est passé à la Monnaie. Hein. C'est le fils d'un policier qui lui a dit il y a une vedette de Snapchat qui sera là. Ben, vous vous rendez compte, donc ça c'est vraiment le problème à la fois de la veille sur les réseaux sociaux et de la police de proximité. C'est assez éloigné d'ailleurs de l'idée de fusion des polices avec des Rambo dans un bâtiment qui attendent des manifestations. Il faut avoir des policiers en permanence dans les quartiers immergés. Et il y a assez de policiers à Bruxelles? Non, alors là il y a deux problèmes, je pense, qu'il faut aborder. D'abord, il faudrait avoir une banque de données de tous ces casseurs qui se coagulent et s'agglomèrent dès lors qu'il y a des événements. Je pense que c'est souvent les mêmes qui reviennent. Il faut avoir une banque de données. Une banque de données de ceux qui participent généralement à tout événement de manière négative en profitant des rassemblements. On doit avoir ça, de manière à faire un suivi dans les familles, si c'était mineur, un suivi au niveau judiciaire, etc. Et puis alors, il y a objectivons les besoins maintenant. Objectivons les besoins. Je disais au Parlement, OK, il n'y avait peut-être pas assez de policiers, il y a eu des problèmes de commandement, je n'ai pas entendu grand-chose là-dessus, mais objectivons les besoins. Je racontais au Parlement que le reste du pays ne donne pas plus en capacité policière mobilisée, ne donne pas plus à Bruxelles que Bruxelles ne donne au reste du pays. Hein, donc on a envoyé par exemple beaucoup de policiers à Boom pour Tomorrowland. Hein, bon, c'est particulier quand même, alors qu'on sait qu'on est la capitale, qu'il y a plein d'événements, etc. Deuxièmement, la police fédérale, hein, quand j'entends M. Jambon Guénaud-Delson, etc., la police fédérale a diminué ses effectifs à Bruxelles d'une centaine de policiers. Donc il faut objectiver les besoins. Et donc ce qu'on entend maintenant, c'est lamentablement des procès politiciens, des procès de nature institutionnelle, etc. Et je crois aussi qu'il faut cesser de victimiser les casseurs, hein, parce que ça j'ai déjà entendu aussi. C'est oui, mais c'est la police qui a provoqué, des choses comme ça. Je ne dis pas qu'il ne se passe pas parfois des choses, mais ce n'est pas acceptable qu'on finisse par déculpabiliser les casseurs, comme je l'ai entendu. Mais vous disiez un peu négativement cette histoire de fusion des zones de police, mais une seule zone de police pour l'ensemble de Bruxelles. Pourquoi est-ce que c'est tabou quand on en parle chez les politiciens francophones? D'abord, il faut bien expliquer qu'il y a un protocole qui fait que quand un événement se déroule sur plusieurs zones de police, il y a un Golden Chief qui est désigné. C'est quoi un Golden Chief? Eh bien, c'est le chef de corps qui coordonne tous les autres. Ça a toujours bien marché. Je ne me rappelle pas de cas où ça n'a pas bien marché. Ça veut dire qu'au fond, ceux qui disent qu'il faudrait un état-major, ben, il existe déjà un petit peu, puisque à un moment donné, c'est le chef de la zone sur laquelle les événements se déroulent principalement qui prend la direction des opérations. C'est ponctuel, ça. C'est ponctuel, mais à côté de ça, il y a des collaborations fréquentes, puisque vous voyez bien, par exemple, il y a un match de football, pour prendre quelque chose de plus gai, enfin, pas toujours gai, mais un match de football, vous voyez bien que les autres zones viennent aussi en appui. Je pense qu'ici, on s'est trouvé devant le caractère imprévu et qui n'aurait pas dû l'être. N'aurait pas dû l'être. Alors, il y a une autre thématique dont on parle depuis quelques jours aussi, c'est ce panel citoyen que vous avez organisé. Il a eu lieu en octobre et en novembre, il s'est terminé dimanche. Vous aviez réuni des citoyens pour qu'ils aient la parole avec un thème, la mobilité. On va écouter Stéphane, d'ailleurs, un citoyen qui expliquait parfois la difficulté de l'exercice. Pour nous, en tant que citoyens et en tant que représentants d'un panel, c'est peut-être plus facile que prévu. Maintenant, on est conscient des difficultés que les hommes et les femmes politiques ont à devoir prendre des décisions, dans le sens où il y a beaucoup d'intervenants, il y a beaucoup de niveaux de pouvoir différents, et qu'il faut mettre plein de gens autour de la table pour pouvoir avancer sur un point X ou Y. Mais nous, on estime qu'on ne doit pas être... que les citoyens bruxellois ne doivent pas être victimes de cette complexité. C'est à eux de prendre les responsabilités et d'aller de l'avant sur ce type de sujet qui touche tout un chacun. Voilà un citoyen très responsable, en tout cas. Oui. Ils étaient tous comme ça Vous avez découvert 40 personnalités fortes? On va garder le contact avec eux, d'ailleurs, parce que chaque fois qu'on va faire un panel, si on peut continuer à en faire, on va comme ça se créer un réseau de citoyens
qui n'ont jamais fait état de couleur politique, etc., qui n'ont pas manifesté préférence politique, mais qui sont des citoyens intéressés, mobilisés, qui eux-mêmes peuvent leur porter des informations, des messages. Est-ce que, à terme, est-ce que la démocratie, ça ne consiste pas à faire à la fois organiser une élection avec des élus représentatifs tous les 4, 5, 6 ans, et en même temps avoir une assemblée citoyenne qui se rassemble plusieurs fois et qui accompagne le politique en émettant aussi son évaluation des politiques menées, des suggestions qu'on peut faire, et des gens auxquels on peut expliquer aussi les contraintes qui sont les nôtres. Donc, le panel s'est bien déroulé, je trouve. C'est bien déroulé. Il y a toujours moyen de perfectionner, d'améliorer. On est en train de tester toute une série de méthodes, comme ça, pour revivifier la démocratie, pour que le contrat avec le citoyen puisse être donc renouvelé. vous allez continuer, vous allez faire d'autres panels citoyens? Je vais soumettre au bureau du Parlement d'autres panels citoyens. Et ce qui est sorti ici, alors, ce qui est intéressant dans ce qui est dit, c'est que, bon, ils ont parlé de quoi? Ils ont parlé de partager l'espace public avec moins de stationnement, mais plus d'ouverture de parking dans les sociétés privées, les parkings institutionnels. Ils ont parlé de la carte mobile, qui serait une carte universelle qui permettrait d'utiliser avec une seule carte tous les moyens de transport, pas seulement les classiques, mais aussi les voitures partagées, les taxis, etc. Ils ont parlé de la vitesse dans la ville. Ils se sont partagés d'ailleurs pour savoir si c'est 50 ou 70 km/h en dehors des zones 30 qui constituent le reste. Ils ont parlé de la sécurité dans les transports publics. Et ils ont parlé de la fréquence des transports publics aussi. Mais ils ont dit à un moment donné, il faut un organe de concertation entre tous ces niveaux de pouvoir, parce que la mobilité, ça ne se décide pas uniquement par les Bruxellois pour les Bruxellois. Ils ont raison. À la 6e réforme de l'État, on a voulu une communauté métropolitaine avec la Flandre et la Wallonie. On n'a toujours pas. Donc c'est là que l'exercice est difficile et que le citoyen dit « je ne comprends pas le politique ». Parce que le politique doit savoir qu'il faut travailler ensemble. Il parle de péage. On va faire un péage et avec les recettes, on va faire en sorte qu'il y ait une offre de transport public améliorée. Oui, mais le péage, vous devez aussi le discuter avec les Flamands et les Wallons. Donc il y a encore du boulot, malgré toutes ces bonnes idées. Voilà, mais c'était une voie citoyenne de bon sens, souvent, équilibrée. Et voilà, c'est un processus qui doit nous accompagner, nous, les élus. Merci Charles Piquet. Demain, je recevrai Patrick Dupriel, le coprésident d'Écolo. D'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous.